72 heures. C'est le temps que les experts estiment qu'un chien peut survivre sous une chaleur de désert à plus de 48 degrés sans la moindre goutte d'eau. Madison Rivera le savait depuis longtemps. Elle qui avait vu bien trop de cas de cruauté animale pendant ses 15 années passées à la tête de la Nevada Canyon Animal Rescue. Dans la réalité, elle avait appris que ces chiffres étaient optimistes. La plupart des chiens ne tenaient pas plus de 48 heures. Et pourtant, ce berger allemand attaché à un maigre arbre de Josué ne devrait plus être en vie. Madison serra les dents et coupa brutalement le moteur de son pick-up, un vieux Ford blanc qui souleva un épais nuage de poussière en s'arrêtant. Sans même attendre que la poussière retombe, elle attrapa sa trousse d'urgence et bondit hors de la cabine. Le chien était là, la tête si basse qu'elle semblait toucher le sol. La corde enroulée autour de son cou avait creusé la peau jusqu'au sang. Son corps puissant n'était plus qu'une carcasse amaigrie, la peau tendue sur des côtes trop visibles. Mais malgré l'agonie, ses oreilles, ces fameuses oreilles noires au bout, bougèrent à peine lorsqu'elles perçurent le bruit de ses bottes sur la terre craquelée. « Seigneur !» murmura Madison dans un souffle brisé par la stupeur, sa voix se perdant dans le silence écrasant du désert. Lentement, le chien releva la tête juste assez pour qu'elle voie son visage, et le monde de Madison chavira, ses yeux bruns, brillants d'intelligence, ce masque noir sur le museau et cette cicatrice au-dessus de l'oreille gauche, la marque laissée par des éclats d'obus qu'elle avait elle-même retirés 3 ans plus tôt en Afghanistan. Echo 7, bravo. Le surnom militaire lui échappa comme une prière, et dans un ultime élan, la queue du berger allemand battit faiblement le sol, une fois. Laissez un j'aime si cette histoire vous a touché, et racontez-nous votre ressenti dans les commentaires, ainsi que la ville d'où vous nous regardez. Et maintenant, reprenons le fil de cette incroyable histoire. 72 heures. C'est le temps que les experts estiment qu'un chien peut survivre sous une chaleur de désert à plus de 48 degrés sans la moindre goutte d'eau. Madison Rivera le savait depuis longtemps. Elle qui avait vu bien trop de cas de cruauté animale pendant ses 15 années passées à la tête de la Nevada Canyon Animal Rescue. Dans la réalité, elle avait appris que ces chiffres étaient optimistes. La plupart des chiens ne tenaient pas plus de 48 heures. Et pourtant, ce berger allemand attaché à un maigre arbre de Josué ne devrait plus être en vie. Madison serra les dents et coupa brutalement le moteur de son pick-up, un vieux Ford blanc qui souleva un épais nuage de poussière en s'arrêtant. Sans même attendre que la poussière retombe, elle attrapa sa trousse d'urgence et bondit hors de la cabine. Le chien était là, la tête si basse qu'elle semblait toucher le sol. La corde enroulée autour de son cou avait creusé la peau jusqu'au sang. Son corps puissant n'était plus qu'une carcasse amaigrie, la peau tendue sur des côtes trop visibles. Mais malgré l'agonie, ses oreilles, ces fameuses oreilles noires au bout, bougèrent à peine lorsqu'elles perçurent le bruit de ses bottes sur la terre craquelée. « Seigneur !» murmura Madison dans un souffle brisé par la stupeur, sa voix se perdant dans le silence écrasant du désert. Lentement, le chien releva la tête juste assez pour qu'elle voie son visage, et le monde de Madison chavira, ses yeux bruns, brillants d'intelligence, ce masque noir sur le museau et cette cicatrice au-dessus de l'oreille gauche, la marque laissée par des éclats d'obus qu'elle avait elle-même retirés 3 ans plus tôt en Afghanistan. Echo 7, bravo. Le surnom militaire lui échappa comme une prière, et dans un ultime élan, la queue du berger allemand battit faiblement le sol, une fois. Laissez un j'aime si cette histoire vous a touché, et racontez-nous votre ressenti dans les commentaires, ainsi que la ville d'où vous nous regardez. Et maintenant, reprenons le fil de cette incroyable histoire. La main tremblante, Madison composa le numéro d'urgence du vétérinaire qu'elle connaissait mieux que quiconque. Ses yeux ne quittaient pas la silhouette mourante. « Dr Heinz, c'est Madison. J'ai besoin de vous à la clinique. Maintenant. Berger allemand, déshydratation sévère, probable coup de chaleur. Je serai là dans 10 minutes. » À l'autre bout, une voix encore ensommeillée répondit « Madison, c'est mon jour de repos. C'est Echo, 7 bravo. » Sa voix se brisa sur le surnom, incapable de cacher l'émotion. « Mon ancien partenaire d'Afghanistan. On l'a attaché à un arbre pour le laisser mourir. » Le silence, cette fois, dura une seconde de trop. Parce que le docteur savait. Il savait tout. Il savait qu'elle avait remué ciel et terre pour retrouver ce chien après sa propre évacuation médicale. « Je suis là dans 5 minutes, » dit-il enfin. Madison tomba à genoux près du corps inerte. Ses gestes étaient rapides, précis, mais son cœur battait la chamade. Le pouls du chien était faible et rapide, ses gencives, d'un blanc cadavérique,
sa température corporelle dangereusement haute. Combien de fois avait-elle vu des chiens dans un état moins critique ne jamais se relever? Tiens bon, Maverick, reste avec moi, garçon. Elle trancha la corde écarlate qui avait creusé la chair tendre de son cou. La tatouage militaire à l'intérieur de l'oreille était effacé par le temps, mais toujours lisible. Le même numéro qu'elle avait récité tous les soirs en pensant à lui pendant 18 mois de mission. Maverick rouvrit faiblement les yeux, tandis qu'elle hissait ses 70 kilos entre ses bras. Et pendant un instant fugace, ses yeux se fixèrent sur elle, lucides malgré la douleur. Sa queue bougea presque imperceptiblement, mais assez pour raviver une flamme dans son cœur. « Voilà mon Marine », murmura-t-elle, le portant jusqu'au camion. La route jusqu'à la clinique ne fut qu'un long ruban d'asphalte avalé par les pneus et par ses prières. Maverick, affalé sur le siège passager, respirait si faiblement que Madison vérifiait à chaque minute s'il était toujours en vie. Elle lui parlait comme avant, quand ils patrouillaient ensemble dans les zones de guerre. Sa voix, ferme et apaisante, dissimulait la panique qui grandissait en elle. « Tu te souviens de Kandahar ? Cette foutue province où tu as sauvé 23 Marines, y compris cette vieille Jared que je suis ? C'est mon tour maintenant. Je vais te sauver, Maverick. » Quand elle franchit les portes de la clinique, le Dr Heinz était déjà là, un sac de perfusion et tout son matériel prêt à l'emploi. Ensemble, ils travaillèrent sans un mot. Liquide, couverture froide, oxygène. Les constantes vitales du chien étaient si faibles qu'elles semblaient disparaître. « Combien de temps à ton avis ?» demanda le docteur en posant la perfusion. Vu son état, au moins 48 heures, peut-être plus. Madison passa ses doigts sur les vieilles cicatrices le long du flanc de Maverick. Celles laissées par l'explosion qui avait mis fin à leurs carrières militaires. Ce chien a 3 Purple Hearts, Doc. Il a sauvé plus de vies qu'on ne peut en compter. Alors, il ne mourra pas sous ma garde. Comme pour prouver ces mots, le cœur de Maverick accéléra soudain, avant de retomber presque à zéro. L'alarme stridente du moniteur déchira la pièce. « Il fait un arrêt !» cria le vétérinaire en attrapant le chariot d'urgence. Madison, elle, serra la patte du chien, cherchant désespérément un signe. « Soldat, tu ne m'abandonnes pas une seconde fois. C'est un ordre. » Le silence dura 3 longues secondes, avant qu'un faible bip ne revienne. Son rythme cardiaque reprit lentement. Madison retint un sanglot. « Bienvenue à la maison, Marine », murmura-t-elle, sentant enfin une lueur d'espoir renaître. 3 ans plus tôt, à la base avancée de Barrow Creek, en Afghanistan. Le soleil du matin projetait des ombres interminables sur la poussière du camp militaire, tandis que la sergente Madison Rivera vérifiait son équipement pour la 100e fois. Aujourd'hui, c'était sa première patrouille avec Echo 7 Bravo, un berger allemand de 3 ans déjà réputé pour son flair exceptionnel et son regard intimidant. Il aime pas trop les inconnus, l'avait prévenu le caporal Travis Murphy, son précédent maître chien, rapatrié 1 semaine plus tôt. Mais une fois qu'il t'a adopté, il te suivra en enfer. Madison s'approcha du chenil d'un pas mesuré, la main tendue, paume vers le bas. Maverick ne bougea pas. Assis, son regard brun intelligent fixé sur elle, comme s'il l'interrogeait silencieusement sur ses intentions. Après quelques secondes, il avança et toucha du bout de la truffe ses doigts. « Salut, beau gosse !» souffla-t-elle, un mince sourire sur les lèvres. « Prêt à sauver des Marines aujourd'hui ?» Sa queue bougea d'un battement presque timide. Pourtant, ce simple geste avait valeur de serment. Leur première mission ensemble semblait anodine. Patrouille de routine, le long d'une route de ravitaillement souvent frappée par des engins explosifs. Madison avait déjà travaillé avec des chiens détecteurs de bombes, mais aucun comme Maverick. Lui se déplaçait comme un vétéran aguerri, son museau inspectant les moindres courants d'air avec la précision d'un scientifique. 21 minutes à peine après leur départ, il se figea brusquement. Son corps entier devint tendu, prêt à bondir. Madison leva le poing, stoppant net la douzaine de Marines derrière elle. Maverick pointait du nez un simple tas de terre en apparence banale, semblable à tant d'autres. « Bon chien », murmura-t-elle en marquant l'endroit à la peinture fluorescente. Plus tard, l'équipe de déminage découvrirait 40 livres d'explosifs enfouis sous ce tas. Ce soir-là, de retour à la base, Madison partagea son ration pack avec Maverick et nota dans son carnet « Un marine donne sa parole. J'ai promis de le ramener vivant, mais je crois bien que c'est lui qui nous ramènera tous. » Les mois qui suivirent cimentèrent leurs liens. Maverick devinait ses humeurs avant même qu'elle les exprime. Elle comprenait chaque mouvement d'oreille, chaque tension dans sa posture. Pendant leurs rares moments de repos,
Il posait sa grosse tête sur ses bottes pendant qu'elle lisait les lettres de chez elle, comme pour l'ancrer dans quelque chose de tangible au milieu de ce chaos permanent. Leur unité les surnomma vite le duo infernal, car Maverick ne se contentait pas de flairer les explosifs. Il repérait aussi les embuscades, dénichait des caches d'armes et anticipait les dangers comme s'il lisait dans l'avenir. En 6 mois, leur section enregistra le plus faible taux de perte de tout le bataillon. Elle aimait le rappeler au nouveau, Semper Fidelis a un sens. On rentre tous ensemble, même les Marines à 4 pattes, et Maverick semblait comprendre. Lors des fusillades, il se plaçait toujours entre elle et les tirs ennemis. Son langage corporel répétant inlassablement la même promesse silencieuse, « Pas sous ma garde ». C'était un mardi d'avril que tout bascula. Leur mission consistait à sécuriser un complexe où, selon le renseignement, se cachait une cible de haute valeur. Madison et Maverick ouvraient la marche, inspectant méthodiquement chaque entrée pour détecter d'éventuels pièges. Mais à la porte d'un des bâtiments, Maverick changea brusquement de comportement. Il recula les oreilles de coucher et émit un couinement angoissé qu'elle ne lui avait jamais entendu. « Qu'est-ce qu'il y a, garçon ?» demanda-t-elle doucement, lui faisant confiance aveuglément. Il tourna les yeux vers elle, puis vers la porte, insistant, comme pour la supplier de reculer. Elle comprit immédiatement. « Tout le monde en arrière ?» lança-t-elle, une seconde avant que le monde n'explose. L'explosion la projeta en l'air comme une poupée de chiffon. Son oreille sifflait, ses yeux pleuraient du sang et de la poussière. Quand elle reprit ses esprits, son corps était disloqué, sa jambe gauche à un angle grotesque. À travers la fumée, elle aperçut Maverick, jeté encore plus loin, son pelage maculé de rouge. Pourtant, ses yeux restaient fixés sur elle. « Reste couché !» hurla-t-elle faiblement, mais il ignora l'ordre et rampa, centimètre par centimètre, jusqu'à elle, se plaçant entre elle et le bâtiment où retentissaient encore des explosions secondaires. L'hélicoptère d'évacuation mit 20 minutes à arriver. Pendant qu'on la chargeait sur la civière, elle chercha Maverick du regard. Le vétérinaire militaire le tenait en laisse, déjà en train de poser des bandages de fortune. « On rentre ensemble ?» murmura-t-elle en tendant la main. Et malgré ses blessures, Maverick leva la tête et fit un effort pour remuer la queue. Mais la machine militaire en décida autrement. Ses blessures, fémur pulvérisé, lésions cérébrales, surdité partielle, entraînèrent sa mise à la retraite immédiate. Quant à Maverick, considéré comme matériel militaire et non comme un compagnon d'armes, il resta sur le terrain avec un nouveau maître. « Vous comprenez pas ?» supplia-t-elle au fonctionnaire du service de réinsertion militaire, alité dans un hôpital en Allemagne. Ce chien a sauvé 23 vies ce jour-là. Nous sommes une équipe. Mais la réponse resta froide. Les chiens de travail militaire ne peuvent être adoptés par leurs anciens maîtres que sous des conditions très précises. Vous n'y êtes pas éligible. Madison passa 3 mois à l'hôpital, puis 6 autres en centre de rééducation. Tous les jours, elle appelait le Pentagone, les Marines, quiconque accepterait de lui répondre. Elle envoya des lettres à des sénateurs, lança des pétitions en ligne, remplit dossier sur dossier. Mais toujours la même réponse impersonnelle, Echo 7 Bravo est en service actif. Adoption possible à la retraite. Son retour à la vie civile fut un enfer. Son appartement lui paraissait un tombeau silencieux après le vacarme constant de la guerre. La kinésithérapie était douloureuse, mais rien ne surpassait la souffrance émotionnelle. Elle ne pouvait expliquer à ses psychologues ce que signifiait perdre à la fois sa carrière et son partenaire. « On n'abandonne pas sa famille », murmura-t-elle un jour à son thérapeute, des larmes de rage au bord des yeux. « Mais je l'ai laissé derrière. » Petit à petit, elle trouva un nouveau but en travaillant pour la Nevada Canyon Animal Rescue. Si elle ne pouvait sauver Maverick, elle sauverait d'autres chiens. Mais chaque berger allemand qu'elle croisait lui rappelait le sien. Chaque numéro de radio lui évoquait Echo 7 Bravo. Et chaque nuit, elle se demandait où il était. Jusqu'à aujourd'hui, elle comprenait enfin le sens de ce que lui répétait sa grand-mère. Le bon Dieu agit de façon mystérieuse. En le retrouvant là, attaché sous le soleil brûlant, à l'article de la mort, tout s'éclairait. 72 heures plus tôt, à des kilomètres de là, un vieil homme fixait des radios médicales qui ressemblaient à des nuages d'orage accrochés à une boîte lumineuse. À 68 ans, Walter Jennings avait survécu au Vietnam, enterré sa femme après 42 années de mariage et regardé sa fille partir vivre 3 États plus loin avec la seule petite fille tannée qui lui restait. Mais rien ne l'avait préparé aux mots qu'il venait d'entendre. Cancer du pancréas, stade 4, avait annoncé doucement la docteure Pauline Hayes. 6 à 8 semaines, peut-être moins.
Les mains calleuses de Walter serraient les accoudoirs de sa chaise alors que tout son univers basculait. Pourtant, sa voix demeura d'un calme presque militaire. « Et pour Jackson ?» demanda-t-il. La docteure cligna des yeux comme surprise. « Je suis désolé ? Mon chien ? Mon berger allemand. Ça fait 3 ans qu'il est avec moi depuis que la VA me l'a assigné pour mon stress post-traumatique. Qu'est-ce qu'il va devenir quand je partirai ?» La docteure Hayes avait vu cette scène des dizaines de fois et pourtant son cœur se serra. Ces patients qui pensaient à leurs compagnons à 4 pattes avant même leur propre sort. « Monsieur Jennings, parlons d'abord de vos options. Il y a des traitements possibles. Docteur ?» Sa voix portait la lourdeur des réalistes. « Depuis Martha, je vis sur une pension militaire et une maigre sécurité sociale. J'arrive déjà à peine à payer mes médicaments pour la tension. Dites-moi franchement, combien de temps me reste-t-il ? Et combien ça coûtera pour que je parte sans douleur ?» Elle fit les calculs. Soins palliatifs, antidouleurs, hospice. Même la solution la plus basique coûterait plus que ce qu'il touchait en un mois. Et cela ne comptait pas la nourriture, les soins vétérinaires et l'entretien particulier que nécessitait Jackson pour rester efficace comme chien thérapeutique. Ces mots que son père lui avait un jour dits sur leur ranch du Wyoming lui revinrent à l'esprit. Parfois, il faut être cruel pour être bon. À l'époque, il n'avait jamais compris. Maintenant, si. Ce soir-là, Walter s'assit sur le vieux porche en bois de sa maison, Jackson étendu sur ses pieds, sa massive tête reposant sur ses bottes comme il le faisait chaque soir. La douleur était encore supportable, mais il la sentait croître comme un feu insidieux qui se nourrissait de lui. « Qu'est-ce que je vais faire de toi, mon garçon ?» demanda-t-il en lui caressant les oreilles. La queue de Jackson bougea lentement, confiante, comme toujours. Walter avait déjà passé des coups de fil. Le refuge du comté affichait complet pour les 6 prochains mois. Sa fille, Sandra, vivait dans un appartement à Phoenix où les chiens de plus de 15 kilos étaient interdits. Et ses rares amis étaient soit trop vieux, soit trop pauvres pour adopter un berger allemand spécial, ancien militaire. L'idée lui avait traversé l'esprit, un moment, la piqûre. Mais la vétérinaire, Dr Monroe, avait refusé. « Walter, Jackson est en parfaite santé, il a encore des années devant lui, il mérite mieux. » Et elle avait raison. Il voyait déjà ce qui l'attendait s'il ne faisait rien. Des mois enfermé dans une cage, ballotté de refuge en refuge, et probablement euthanasié faute de place. Non, au moins dans le désert, il aurait une chance. Les bergers allemands étaient des survivants. Peut-être que quelqu'un le trouverait, peut-être qu'une bonne âme verrait en lui le héros qu'il était et l'aimerait comme il le méritait. Le plan prit forme durant 3 nuits sans sommeil. Il passa ses derniers $60 dans la plus belle corde qu'il put trouver, épaisse et douce, qui ne lui blesserait pas le cou. Il s'entraîna à faire les nœuds malgré ses doigts déformés par l'arthrite. Puis sur le papier à lettres crème que Martha gardait pour les grandes occasions, il écrivit d'une main tremblante « À celui qui trouvera mon garçon. Il s'appelle Jackson. C'est un héros de guerre. Il a servi en Afghanistan et sauvé plus de vies qu'on ne peut compter. Je ne pouvais pas le laisser me voir mourir. » Parfois, aimer quelqu'un, c'est partir avant de lui briser le cœur. Parfois, aimer, c'est faire confiance à des inconnus pour aimer à votre place quand vous ne le pouvez plus. Traitez-le comme le héros qu'il est. Walter Jennings, USMC, Semper Fi. Il glissa la lettre dans un sac plastique qu'il accrocha au collier de Jackson. Le matin venu, il prépara un thermos d'eau et la corde, puis appela son chien. Et pour la première fois en 3 ans, Jackson hésita à venir quand il lui dit « Monte ». Les chiens savent. Ils sentent de la maladie, sentent de la mort approcher. Walter le voyait bien. Ces derniers mois, Jackson n'avait pas cessé de renifler son ventre, de refuser de le quitter pendant les pires crises. Le trajet jusqu'au désert dura 40 minutes. Walter roula jusqu'à l'arbre qu'il avait choisi. Un vieux Joshua planté non loin d'une route secondaire où passaient parfois des randonneurs ou des tout-terrains. Il prit le temps de faire un nœud parfait autour du tronc. Jackson se tenait là, immobile, confiant, même quand il sentit la corde se resserrer doucement autour de son cou. Walter se pencha pour poser son front contre celui du chien. « Trouve-toi une famille, garçon, quelqu'un qui saura te lancer des balles et te faire de longues balades, quelqu'un qui mérite un chien comme toi. » S'éloigner fut la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite. Plus difficile que porter ses camarades blessés sous le feu à Da Nang. Plus difficile que l'enterrement de Martha, plus difficile que sa propre sentence de mort. Dans son rétroviseur, il vit Jackson tirer faiblement sur la corde, tentant de le suivre malgré tout, croyant dur comme fer qu'il reviendrait. Parce qu'un chien croit toujours, parce qu'un chien attend toujours.
De retour chez lui, Walter s'assit seul à la table en bois de Martha et rédigea son testament. Puis il appela la docteure Hayes pour fixer son premier rendez-vous en soins palliatifs. Mais les nuits suivantes, il se réveilla en sursaut, hanté par l'image de Jackson seul sous le soleil brûlant, attendant toujours. Sa mère lui avait toujours dit « Ce qu'on sème finit toujours par nous revenir ». Et pour la première fois de sa vie, Walter craignit ce que le destin allait lui faire payer. Dans la petite salle d'examen de la clinique vétérinaire, Madison avait posé ses coudes sur le bureau, les yeux rivés à l'écran de son ordinateur portable. Sa sécurité d'ancienne consultante pour les associations d'anciens combattants lui donnait toujours accès à la base de données des chiens militaires retraités. Les néons bourdonnaient au-dessus d'elle tandis que le chien dormait enfin sous sédation lourde, son souffle plus régulier qu'à son arrivée. D'une main tremblante, elle tapa le numéro d'identification encore visible dans son oreille gauche. Echo 7 Bravo. L'écran clignota quelques instants avant d'afficher un dossier détaillé. Madison sentit sa gorge se nouer. 47 missions réussies, lut-elle à voix basse. 3 Purple Hearts, une étoile de bronze pour service méritoire. Ses doigts continuaient de faire défiler le document, ses yeux piquants de larmes. En quelques lignes, elle comprit ce qu'elle avait toujours redouté. Après son évacuation d'Afghanistan, Maverick avait été confié à un autre marine, un certain caporal Samuel Nichols. 6 mois plus tard, une autre explosion avait causé des blessures auditives irréversibles et une arthrose sévère qui avait entraîné sa mise à la retraite du service actif. Mais au lieu d'être relégué dans un chenil ou euthanasié, il avait intégré un programme expérimental dont Madison n'avait jamais entendu parler. Compagnon Initiative. Un projet visant à associer des chiens militaires retraités à des vétérans souffrant de stress post-traumatique. Et le nom de son dernier maître s'afficha à l'écran. Walter Jennings, vétéran du Vietnam, veuf, diagnostic sévère de PTSD. Date d'assignation, 3 ans plus tôt. Adresse, à peine 40 miles d'ici. Madison sentit le sang quitter ses joues. Les pièces du puzzle s'emboîtaient, mais avec une amertume insoutenable. Maverick n'avait pas été victime d'un inconnu cruel. Non, c'était bien plus tragique que ça. Ce n'était pas de la cruauté. C'était un acte désespéré. C'est à ce moment que le docteur Heinz réapparut, ses gants encore tachés des soins d'urgence qu'il venait de donner. « Madison, j'ai trouvé quelque chose », dit-il d'une voix basse. Il lui tendit un petit sac de plastique contenant une feuille pliée. Madison la saisit et la déplia doucement. L'écriture maladroite et tremblée sur le papier crème la frappa immédiatement. Elle commença à lire à haute voix. « À celui qui trouvera mon garçon. Il s'appelle Jackson. C'est un héros de guerre. Il a servi notre pays en Afghanistan et sauvé plus de vies que la plupart des hommes. Je ne pouvais pas le laisser me regarder mourir. Ça, ce n'est pas de l'amour. Parfois, aimer, c'est partir avant de briser son cœur. Parfois, aimer, c'est faire confiance à des inconnus pour aimer à votre place. Traitez-le comme le héros qu'il est. Walter Jennings, USMC, Semper Fi. Mon Dieu, murmura le docteur abasourdi. Il la regarda droit dans les yeux. Son propriétaire est en train de mourir. Madison resta immobile un long moment, les mots de la lettre résonnant dans son esprit. Walter Jennings n'était pas un monstre, c'était un frère d'armes, un marine, pris au piège dans une décision impossible. Elle retourna à son ordinateur et lança une recherche sur ses dossiers médicaux de vétérans. Son habilitation lui donnait accès aux informations les plus sensibles. Quelques clics suffirent à dresser un portrait glaçant. Cancer du pancréas, stade 4, diagnostic vieux de quelques jours à peine. Espérance de vie estimée, 6 à 8 semaines, revenus, pension minimale et sécurité sociale, à peine de quoi payer un loyer et quelques médicaments. La réalité la frappa comme un coup de poing. Walter n'avait pas abandonné Jackson. Il avait sacrifié sa fierté, sa tranquillité d'esprit, et même la seule chose qui le rattachait encore à ce monde pour lui offrir une chance. Dans son esprit à lui, le désert offrait à Jackson de meilleures perspectives qu'un refuge surpeuplé ou une longue agonie à ses côtés. Elle poussa la recherche plus loin. Ses antécédents psychologiques révélaient un traumatisme sévère après la mort de sa femme, des années d'isolement, des crises d'angoisse incessantes, jusqu'à l'arrivée de Jackson. En quelques mois à peine, il avait recommencé à sortir, à fréquenter des groupes d'entraide, à faire du bénévolat dans une banque alimentaire. Jackson avait été sa bouée de sauvetage, son unique ancrage. Elle murmura à nouveau la phrase de sa grand-mère. Le bon Dieu agit de façon mystérieuse. Parce que maintenant elle comprenait. Ce n'était pas une coïncidence si c'était elle et pas un autre qui avait trouvé Jackson.
C'était une boucle qui se refermait. 3 ans plus tôt, elle l'avait perdu dans le chaos d'une explosion. 3 ans plus tard, elle le retrouvait dans le silence écrasant du désert. Le docteur Heinz, penché sur son épaule, avait le visage empreint d'une forme d'humilité nouvelle. Ce type a abandonné son dernier vœu pour lui donner une chance. Et il a choisi le désert parce qu'il savait que nos équipes patrouillaient dans ces zones. Il a fait des recherches. Il a planifié. C'est peut-être le geste d'amour le plus désespéré que j'ai jamais vu. Et pourtant, ironie tragique, ce geste avait failli tuer Jackson au lieu de le sauver. Mais en même temps, cela l'avait ramené vers la seule personne qui avait promis de le ramener à la maison. Madison posa les yeux sur le chien, endormi mais paisible, ses flancs se soulevant à intervalles réguliers. Même inconscient, son museau était tourné vers la porte, comme s'il attendait toujours que Walter franchisse le seuil. « On doit l'appeler », murmura-t-elle enfin. « Walter doit savoir que Jackson est vivant. » Le docteur secoua la tête, songeur. « Tu es sûr ? Il est en phase terminale, Madison. Ce genre de nouvelles pourrait compliquer encore les choses. » Elle inspira profondément, serrant la lettre contre sa poitrine. « Un marine donne sa parole. J'ai promis de ramener ce chien chez lui. Peut-être que chez lui, ce n'est pas ce que je croyais. » Elle sortit son téléphone, composa lentement le numéro figurant sur la fiche VA de Walter et attendit. Une sonnerie, 2, 3, une voix faible, râpeuse, répondit. Madison ferma les yeux et souffla. « Monsieur Jennings, ici la sergente Madison Rivera, United States Marine Corps. J'ai retrouvé votre garçon, monsieur. Jackson est vivant. » À l'autre bout de la ligne, le silence dura longtemps, puis des sanglots étouffés lui parvinrent à travers le combiné. Les 18 heures suivantes se déroulèrent dans une sorte de brouillard pour Madison. À la clinique, Jackson avait traversé la nuit, tant bien que mal. Vers l'aube, son état se détériora brusquement. Ses reins, déjà gravement endommagés par la déshydratation et la chaleur, commencèrent à lâcher malgré la perfusion. Ses taux de créatinine explosent, souffla le docteur Heinz, les yeux rivés aux résultats sanguins. 3 jours dans ces conditions, son corps se bat, mais on a peut-être 24 heures pour inverser la tendance. Au-delà, les dégâts seront permanents. Madison n'avait pas quitté son chevet. Elle avait passé la nuit assise à côté de la cage, sa main sur le flanc du chien, comptant chaque respiration. Elle ne reconnaissait plus vraiment le soldat qu'elle avait connu en Afghanistan, celui qui avait flairé des explosifs sous le feu ennemi et qui s'était interposé entre elle et une embuscade. À présent, il n'était plus qu'une ombre fragile et pourtant, ses yeux la cherchaient encore chaque fois qu'elle parlait. « Allez, soldat !» lui murmura-t-elle. « Tu n'as pas survécu à 47 missions pour abandonner maintenant. » À 40 miles de là, Walter Jennings était resté seul dans sa cuisine toute la nuit, ses mains crispées sur le téléphone après avoir raccroché. L'appel de Madison avait brisé quelque chose en lui. Pas son cœur, il avait cessé d'espérer depuis des années, mais sa certitude d'avoir bien fait. Jackson était en vie, mais en danger de mort à cause de lui. Et Walter n'arrivait pas à chasser de son esprit cette voix féminine, décidée mais émue, lui promettant qu'il pouvait encore le voir. Le matin venu, il ne supporta plus l'attente. Il avala une poignée de ses calmants sans réfléchir, prit ses clés et grimpa dans son vieux pick-up, la même carcasse brinque-ballante qui avait déposé Jackson sous le Joshua Tree. Cette fois, c'était pour le ramener. À Phoenix, pendant ce temps, une autre voix s'était mêlée à l'histoire. La fille de Walter, Sandra, sa propre fille, qu'il n'avait pas appelée depuis des mois. Mais c'est sa petite fille, Lila, 12 ans, qui avait tout découvert en première. En scrollant distraitement sur son téléphone, elle était tombée sur une publication devenue virale en quelques heures. Une photo d'un berger allemand allongé sur une table d'examen branchée à des perfusions. Légende, héros militaire abandonné dans le désert entre la vie et la mort, et dont Jackson le guerrier et Dieu save Jackson. Lila avait lâché son téléphone pour courir vers sa mère. « Maman, c'est lui !» avait-elle dit entre deux sanglots. « C'est Jackson, le chien de grand-père. » D'abord sceptique, Sandra avait pris la route vers la maison paternelle 2 heures plus tard, après avoir écouté les explications hachées de sa fille. Arrivée sur place, elle avait trouvé la maison vide, la vieille camionnette absente du garage et des factures médicales empilées sur la table de la cuisine. Le mot « hospice » griffonné sur la carte de visite de la docteure Ace lui glaça le sang. Pendant tout le trajet de retour à Phoenix pour récupérer Lila, elle tenta de mettre de l'ordre dans ses pensées. Comment avait-elle pu ne pas voir que son père se mourait? Comment avait-elle pu croire à ces éternelles assurances sans creuser plus loin?
À la clinique vétérinaire, Madison et le docteur Hines continuaient de se battre contre la montre. Les médias locaux avaient flairé l'histoire et appelaient déjà pour demander des interviews. Les dons affluaient grâce au hashtag, mais aucun montant ne pourrait réparer des reins irrémédiablement détruits. Madison, dit enfin Hines en se tournant vers elle. Il faut être réaliste. Si on arrive à le stabiliser, il risque de rester dialysé à vie, sous régime strict. Et son cœur peut lâcher à tout moment. Il faut envisager de le laisser partir. Elle se redressa d'un bloc, ses yeux se posant sur Jackson qui avait soulevé la tête à ce moment précis. Faiblement, sa queue battit 2 fois contre la couverture, comme pour la rassurer. « Combien vaut une vie, docteur ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. « Combien de vies ce chien a-t-il sauvé ? Si c'était un humain décoré, parlerions-nous de qualité de vie ?» Le vétérinaire resta silencieux. Puis il hocha la tête, résigné. « Alors on continue. » C'est à ce moment précis que les portes de la clinique s'ouvrirent brusquement et Walter Jennings apparut. Il avait l'air d'avoir vieilli de 20 ans en 3 jours. Ses vêtements pendaient sur lui, ses yeux étaient cernés, mais dans ce regard brillait une détermination intacte. « Je viens voir mon chien », dit-il simplement. Madison se leva, ses émotions la traversant en vagues brûlantes. Elle observa cet homme, ce frère d'armes, et comprit en un instant. Derrière l'abandon apparent, il n'y avait que de l'amour, du désespoir, et une peur viscérale de laisser derrière lui une âme fidèle, orpheline. « Monsieur Jennings, dit-elle doucement, sergente Madison Rivera. Nous avons parlé au téléphone. » Il hocha la tête, sans un mot, ses yeux déjà tournés vers la cage où Jackson reposait. « Comment va-t-il » murmura-t-il. « Il se bat, comme vous lui avez appris. » Walter s'approcha et s'agenouilla péniblement à côté du chenil. Le chien, jusqu'ici immobile, redressa la tête et fixa Walter avec cette intensité que Madison connaissait si bien. Et malgré la douleur, malgré la corde, malgré la soif, la queue de Jackson bougea. Walter posa sa main sur la tête du chien et celui-ci se pressa faiblement contre sa paume. « Je suis désolé, mon garçon, dit-il dans un souffle. Je suis tellement désolé. » C'est à ce moment que la porte s'ouvrit une nouvelle fois. Sandra entra à son tour, tenant Lila par la main. Son regard de mère en colère se posa sur son père, toujours agenouillé près du chien. Et ce fut comme une déflagration. Sandra resta plantée dans l'encadrement de la porte, ses yeux lançant des éclairs alors qu'elle fixait son père. « Comment as-tu pu » cracha-t-elle, la voix tremblante de colère. « Comment as-tu pu faire ça ? Attacher Jackson dans le désert, comme un vulgaire déchet, et t'en aller ?» Walter resta accroupi près de Jackson, incapable de détourner le regard du chien qui appuyait toujours faiblement sa tête contre sa paume. Il ne dit rien tout de suite. Il caressa doucement les oreilles du berger allemand et murmura seulement « Tu ne comprends pas, Sandra. Tu n'as jamais compris. » Lila serra la main de sa mère plus fort. Ses grands yeux mouillés fixaient à la fois son grand-père et Jackson, la confusion et la douleur visibles sur son jeune visage. « Alors explique-moi, » insista Sandra, la voix un peu plus dure. « Explique-moi comment l'homme qui m'a appris à aimer les animaux a pu abandonner le sien pour le laisser mourir dans la poussière. » Madison, qui observait la scène à quelques pas de là, comprit que c'était une discussion de famille dans laquelle elle n'avait pas sa place. Pourtant, quelque chose en elle la poussait à rester, à être témoin de ce qui se jouait ici. Elle savait que ce n'était pas seulement une dispute, c'était une confession, un cri du cœur étouffé depuis trop longtemps. Walter se redressa lentement, son visage marqué par la fatigue, la douleur et la honte. Ses épaules s'affaissèrent quand il planta enfin ses yeux clairs dans ceux de sa fille. « Cruel ? Tu crois que c'était cruel, Sandra ? Tu veux que je te dise ce que j'aurais trouvé cruel ? De le laisser me voir dépérir jour après jour, de le faire rester à mes côtés pendant que la maladie me ronge et que je ne peux même plus me lever pour le nourrir, de lui faire endurer mes cris quand la douleur devient insupportable. » Sandra recula légèrement, déstabilisée par le ton de son père, cette intensité qui ne lui ressemblait pas. « Je ne voulais pas qu'il me voie finir comme ça, » continua Walter. Je ne voulais pas que la dernière chose qu'il voie de moi soit un vieux marine cassé, faible, pathétique. Je croyais qu'en le laissant dans le désert, quelqu'un le trouverait et prendrait soin de lui, mieux que je ne pourrais jamais le faire. Je pensais que c'était ça, l'amour. La voix de Lila coupa le silence brutalement, douce mais percutante. Mais c'est pas ça l'amour, papy. Walter tourna la tête vers elle, les yeux brillants. Non ? Alors dis-moi, petite, c'est quoi l'amour ? Elle le regarda, ses joues rougies par les larmes, et dit avec une sagesse presque déconcertante pour son âge, « L'amour, c'est pas protéger les autres de la douleur, c'est rester avec eux, même quand ça fait mal.
La gorge de Sandra se serra en entendant les mots de sa fille. Elle se tourna vers son père et vit, pour la première fois peut-être depuis des années, un homme vulnérable. Walter baissa la tête, incapable de soutenir leur regard plus longtemps. « Je croyais bien faire », murmura-t-il. Un mouvement attira leur attention. Jackson, qui jusqu'ici semblait presque inconscient, leva doucement la tête pour fixer Walter. Ses yeux brillaient d'une intensité indéfectible et il remua faiblement la queue comme pour confirmer ce que Lila venait de dire. Madison s'avança, posant une main réconfortante sur l'épaule de Sandra. « Il attendait que vous reveniez, monsieur Jennings », dit-elle doucement. « Malgré tout ce qu'il a traversé ces 3 derniers jours, il vous attendait encore. » Le docteur Hines choisit ce moment pour intervenir, tenant une feuille de résultats en main. « Vous devriez voir ça », dit-il, en désignant l'écran de contrôle des constantes. Pendant les dernières minutes, depuis l'arrivée de Walter, le rythme cardiaque de Jackson s'était stabilisé. Ses signes vitaux s'étaient renforcés et même ses réflexes neurologiques montraient une amélioration. « Ce chien était en train de mourir il y a 2 heures », murmura Hines, visiblement impressionné. « Et pourtant, regardez-le maintenant. Il vous voit et il reprend le combat. » Walter s'agenouilla de nouveau, posant son front contre celui de Jackson. « Tu es un sacré marine, toi », murmura-t-il, un sourire triste aux lèvres. « Semper Fi, mon garçon, Semper Fi. » Dans ce silence suspendu, Lila s'agenouilla à son tour, glissant ses petites mains dans la fourrure rêche du berger allemand. « On va le sauver, papy », dit-elle d'une voix sûre. Tous ensemble. Walter ferma les yeux, laissant une larme rouler sur sa joue. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait plus seul. La tension retomba doucement dans la pièce, comme un orage qui s'éloigne mais laisse encore la terre mouillée et lourde. Madison observe Walter, Lila et Sandra réunis autour de la cage où Jackson reposait, son souffle enfin un peu plus régulier. C'était une image qu'elle n'oublierait jamais, 3 générations, les mains tendues vers un chien qui avait refusé d'abandonner. Walter releva les yeux vers elle, la voix éraillée mais ferme. « Je ne peux plus m'occuper de lui. » Sa main trembla légèrement sur la tête de Jackson. « Je n'ai plus la force, plus la santé, et bientôt, je n'aurai même plus le temps. » Sandra s'agenouilla à côté de lui, posant une main sur son épaule. « Alors, on trouvera une solution ensemble, papa. » Il secoua la tête, ses traits marqués par la résignation. « Je ne voulais pas que vous portiez ce poids, je voulais juste le protéger. » Madison inspira profondément. Elle sentait son propre cœur battre à ses tempes, consciente que c'était maintenant qu'elle devait parler. « Monsieur Jennings » dit-elle en s'avançant un pas, « j'ai une idée. » Tous se tournèrent vers elle, même Jackson, malgré son état, leva un œil fatigué vers sa voix. « Ce chien et moi, nous avons servi ensemble, en Afghanistan, dit-elle calmement. 3 ans que je le cherche, que je me demande où il est, avec qui il est, s'il pense à moi comme je pense à lui. » Elle laissa échapper un petit rire nerveux, les yeux brillants d'émotion. Je croyais avoir échoué en le laissant là-bas. Et maintenant, le bon Dieu me le remet entre les mains. Elle inspira une dernière fois et planta ses yeux dans ceux de Walter. Alors, voici ma proposition. Laissez-le venir vivre chez moi. Je prends sa charge médicale, je m'occupe de lui. Mais, vous restez son maître. Vous pourrez venir le voir aussi souvent que vous le voudrez. Je vous jure, sur ma vie, qu'il ne manquera jamais de rien. Un silence empli de stupeur suivit sa déclaration. Lila fut la première à briser le silence, les yeux écarquillés d'admiration. « Vous feriez ça ?» demanda-t-elle presque en chuchotant. Madison esquissa un sourire attendri. « Ce chien m'a sauvé plus de fois que je ne peux les compter. C'est à mon tour de le sauver. » Walter resta immobile, ses lèvres bougeant comme pour formuler une objection. Mais il n'y en avait aucune. Finalement, il ferma les yeux, inspira et souffla longuement. Quand il les rouvrit, il brillait d'une gratitude silencieuse. « Vous êtes sûr ?» murmura-t-il. Madison hocha la tête. « Absolument. » Sandra essuya furtivement une larme et serra la main de son père. Lila, elle, glissa doucement ses doigts dans la patte de Jackson. « Alors, on fait équipe », dit-elle avec le ton d'une promesse d'enfant. Le docteur Hines, resté à l'écart, se racla la gorge et ajouta d'une voix grave, « Pour le moment, sa priorité, c'est de stabiliser ses fonctions rénales. Mais sachez que la communauté commence à se mobiliser. Le hashtag #SaveJackson est partout sur les réseaux. » Il montra son téléphone avec un sourire presque incrédule. « En 12 heures, on a déjà dépassé les 30 000 $ de dons. Les associations de vétérans appellent à des sans-arrêt pour proposer leur aide. » Sandra eut un léger rire amer. « Il a fallu un chien pour nous rassembler, hein ?»
Walter posa une dernière fois la main sur la tête de Jackson. « Pas un chien, corrigea-t-il, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Un marine, mon partenaire, mon frère d'armes. » Puis il ajouta, à voix basse, presque pour lui-même, « Semper Fi, mon garçon, Semper Fi. » Et pour la première fois depuis qu'on l'avait amené ici, Jackson remua la queue avec un peu plus de vigueur. Il ne lâchait pas son maître des yeux. Madison sentit ses lèvres trembler sous le coup de l'émotion. Elle se pencha vers lui et lui murmura doucement « Voilà mon vieux. » On rentre à la maison. Les jours qui suivirent furent une course contre la montre et une épreuve d'endurance pour tout le monde. Jackson avait été transféré dans une aile plus calme de la clinique sous perfusion constante. Ses reins reprenaient lentement une activité partielle, mais les vétérinaires ne cachaient pas leur inquiétude. Chaque amélioration était fragile, chaque hausse de ses constantes était accueillie comme une petite victoire. Walter venait tous les matins et ne repartait qu'à la fermeture, assis sur une chaise en plastique près de la cage. Parfois, il parlait à Jackson à voix basse. Parfois, il restait silencieux, la main posée sur sa fourrure, le regard perdu dans ses souvenirs. Sandra et Lila passaient chaque soir après l'école de la petite. Même dans cet environnement aseptisé, la complicité entre la fillette et le chien se renforçait. Chaque échange de regards semblant sceller davantage ce lien naissant. Madison, elle, s'était jurée de ne jamais le laisser seul. Pas une seconde de trop. Elle dormait sur place, dans une petite salle du personnel. Quand elle n'était pas assise à côté de la cage, elle appelait les associations, répondait aux journalistes et gérait le flot de messages et de dons qui continuaient à affluer sous le hashtag Save Jackson. À chaque notification, elle sentait son cœur se serrer d'émotion. Ces milliers d'inconnus, émus par le sort d'un chien qu'ils ne connaissaient même pas, offraient des preuves éclatantes que l'humanité n'était pas aussi indifférente qu'on pouvait le croire. Le 4e jour, un journaliste de la télévision locale vint faire un reportage en direct depuis la clinique. Walter, visiblement mal à l'aise, accepta néanmoins de répondre à quelques questions. Il resta sobre, mais ses mots touchèrent tout le monde. Je croyais qu'en le laissant, je le protégeais. J'avais tort. On ne protège pas ceux qu'on aime en les quittant. On les protège en restant à leur côté, quoi qu'il en coûte. L'interview fit le tour des réseaux sociaux, et bientôt des vétérans du pays entier commencèrent à envoyer des messages de soutien. Certains proposaient même de se déplacer à Nevada Springs pour rencontrer Jackson, convaincus qu'il pouvait aussi les aider à guérir. Madison commença à recevoir des appels de responsables d'associations qui voulaient financer un programme autour de lui, un lieu où des vétérans pourraient venir travailler avec des chiens comme lui pour retrouver un sens à leur vie. Cette idée germa dans son esprit comme une évidence. Le samedi suivant, alors que Jackson parvenait enfin à se tenir debout quelques minutes de suite, Walter s'adossa à la porte de la pièce et dit d'une voix presque cassante « Il faudrait qu'il serve encore à quelque chose ». Madison tourna la tête vers lui, surprise. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Walter esquissa un mince sourire. « Vous savez ?» Il désigna Jackson d'un geste las. « Ce chien a été formé pour sauver des vies. Il a besoin de ça, de se sentir utile, tout comme nous. » Le regard de Madison se perdit un instant sur le berger allemand qui avançait lentement dans la pièce, ses pattes encore tremblantes mais déterminées. « Vous pensez à un centre ? Pour les vétérans ?» demanda-t-elle comme pour s'assurer qu'elle avait bien compris. Walter hocha la tête. « Oui, peut-être qu'on peut transformer toute cette histoire en quelque chose de bon. Je n'ai plus grand-chose à donner. Mais si ce chien peut encore servir, alors qu'il le fasse. » Elle sourit doucement. Vous savez quoi ? C'est exactement ce que j'avais en tête. Le soir même, elle lança l'idée sur les réseaux sociaux. Créer une petite structure d'accueil et de thérapie pour vétérans, centrée sur Jackson et des chiens comme lui. La réponse fut instantanée et massive. En 3 jours, la campagne avait déjà recueilli plus de 80 000 $ et attiré l'attention d'organisations nationales. Le lundi suivant, la clinique libéra enfin Jackson. Ses reins s'étaient stabilisés et même si le pronostic restait réservé, les médecins étaient optimistes. Walter était resté debout à la porte d'entrée, son regard rivé sur son chien, tandis que Madison fixait la laisse au collier. Elle lui tendit la poignée de la laisse. « Il est à vous, monsieur Jennings », dit-elle doucement. Mais Walter secoua la tête et la repoussa vers elle. « Non, pas à moi, à nous ». Puis, à les yeux brillants, il ajouta « C'est vous qui l'avez sauvé. Maintenant, c'est vous qui veillez sur lui ». Madison se figea, émue, puis serra la main de Walter. Ce moment-là avait la solennité d'une promesse silencieuse. Et quand ils sortirent
Tous ensemble, dans le soleil éclatant du matin, Jackson marcha d'un pas encore fragile, mais la tête haute. Le vent sec du désert caressait la peau tandis qu'il marchait lentement, tous ensemble jusqu'à la camionnette garée sur le parking de la clinique. Jackson avançait à son rythme, ses pattes encore un peu hésitantes mais son regard redevenu vif. Sa queue battait légèrement, comme s'il comprenait parfaitement que ce moment marquait un nouveau départ. Walter, Sandra et Lila restaient silencieux derrière lui, chacun plongé dans ses pensées. Madison, elle, marchait à ses côtés, la main fermement refermée sur la laisse. À peine installée dans la camionnette de Madison, Lila se pencha sur la banquette arrière et glissa ses doigts dans la fourrure de Jackson. Elle lui murmura doucement « Tu vas voir, ça ira mieux maintenant, promis ». Sandra soupira, adossée contre la portière, et observa son père. Il regardait droit devant lui, les lèvres pincées. Elle finit par rompre le silence. « Tu aurais pu me le dire, papa, que tu étais malade, que tu n'arrivais plus à tout gérer. » Walter tourna lentement la tête vers elle. « Et te dire quoi? Que je ne pouvais plus m'occuper de moi, encore moins de lui, que je devenais un poids ?» Sa voix était pleine d'une amertume contenue. « Je voulais juste régler mes affaires moi-même, ne pas vous embarquer là-dedans. » Sandra secoua la tête, la gorge serrée. « Mais tu nous as embarqués quand même. Tu aurais dû nous laisser décider si on voulait t'aider. » Walter ne répondit pas, mais le silence qui suivit en disait long. Pour la première fois depuis longtemps, il semblait réfléchir à la possibilité qu'il s'était trompé. Quand ils arrivèrent chez Madison, le soleil déclinait à l'horizon. La petite maison en périphérie de la ville, avec sa grande cour clôturée et son porche de bois clair, baignait dans une lumière dorée. L'endroit respirait la sérénité. Madison descendit la première et aida Jackson à sortir. Il posa prudemment ses pattes sur le gravier et renifla l'air autour de lui. Ses oreilles se dressèrent, captant les bruits d'oiseaux au loin, les senteurs du désert, le chant discret d'un arrosage automatique. Il fit quelques pas hésitants vers la pelouse, puis se coucha à l'ombre d'un arbre, comme si ce lieu avait toujours été le sien. Madison sourit, soulagée. « Il a l'air de se sentir chez lui », murmura-t-elle. Lila se précipita pour le rejoindre et s'agenouilla dans l'herbe. Elle glissa ses mains sur son museau et posa son front contre sa tête. « Bienvenue à la maison, Jackson. » Walter resta à distance, observant la scène avec un mélange d'émotion et de résignation. Madison vint se poster à côté de lui. « Vous pouvez venir quand vous voulez, dit-elle doucement. Il restera votre chien. » Walter inspira profondément. « Il sera toujours plus que ça, répondit-il, la voix grave. Il a fait plus pour moi que n'importe quel être humain. » Dans les jours qui suivirent, la maison de Madison devint un véritable lieu de passage. Des voisins, des vétérans, des bénévoles vinrent lui proposer leur aide, portés par la médiatisation de l'histoire. Un vétéran amputé d'une jambe arriva de Tucson avec une caisse pleine de croquettes et un grand sourire. « Il m'a donné envie de me lever ce matin », confia-t-il, les yeux embués en regardant Jackson. Un autre, ancien Navy SEAL, proposa d'aménager la cour pour en faire un espace d'entraînement adapté. « Pour qu'il ait encore une mission », expliqua-t-il. Madison observait tout cela, un peu dépassée par la générosité de cette communauté qu'elle n'avait pas cherché à créer, mais qui semblait avoir toujours existé, en filigrane, prête à éclore. Elle réfléchissait déjà à un nom pour le projet qu'elle commençait à structurer dans sa tête. Un lieu où des vétérans pourraient venir soigner leurs blessures invisibles, guidés par des chiens comme Jackson. Walter revenait chaque jour, accompagné de Sandra et Lila. Il restait assis sur le porche, regardant son chien travailler avec les vétérans venus le rencontrer. Son état de santé n'avait pas empiré, et même les médecins semblaient surpris de sa résistance. Un après-midi, alors qu'il grignotait quelques biscuits assis dans l'ombre, il lança à Madison d'un ton plus léger qu'elle ne l'avait jamais entendu. « Peut-être qu'il me tient en vie juste assez longtemps pour voir ça prendre forme ?» Madison sourit en retour. Et si c'était lui, qui avait tout planifié depuis le début? Walter eut un petit rire rauque. Ça ne m'étonnerait pas. Et quand ce soir-là, Jackson vint s'allonger à ses pieds, la tête posée sur ses bottes usées comme au premier jour, Walter lui murmura doucement « Merci de ne pas avoir renoncé, mon vieux. » 3 semaines plus tard, le terrain derrière la maison de Madison ressemblait déjà à un petit camp militaire. Des clôtures neuves délimitaient plusieurs zones d'entraînement. Des tentes de toile blanche servaient de zone de repos et un drapeau américain flottait paresseusement au-dessus du porche. On avait même planté une pancarte provisoire à l'entrée, peinte à la main par Lila, « Centre Jackson pour vétérans et compagnons à 4 pattes ». Chaque matin, Madison sortait tôt pour accueillir les premiers vétérans. Ils venaient des 4 coins de l'État,
certains avec leurs propres chiens de service, d'autres juste avec leur solitude et leurs cicatrices invisibles. Tous venaient chercher la même chose, un endroit où personne ne les jugerait. Jackson était devenu leur mascotte et leur mentor à la fois, avec une patience et une douceur que personne n'aurait soupçonné chez ce chien au regard si intense. Il s'adaptait à chacun. Avec les hommes en colère, il restait calme et stable. Avec ceux qui tremblaient encore en parlant, il posait juste sa tête contre leurs genoux. Et quand un ancien combattant, en larmes, avait refusé d'entrer dans la cour le premier jour, c'est Jackson qui avait franchi la grille, était allé s'asseoir à ses pieds et avait attendu patiemment qu'il trouve le courage de le suivre. Madison comprit alors que Walter avait eu raison. Jackson avait encore une mission, peut-être la plus belle. Walter, lui, se contentait d'observer. Assis dans son fauteuil sur le porche, il suivait chaque séance avec attention. Son visage restait impassible, mais ses yeux parlaient pour lui. Un jour, il appela Madison à ses côtés. « J'aurais jamais cru que cette histoire finirait comme ça », murmura-t-il, presque pour lui-même. Elle lui offrit un petit sourire. « Moi non plus », il hocha la tête, pensif. Et pourtant, peut-être que c'était écrit depuis le début. Je pensais que c'était moi qui le protégeais. Mais c'est lui qui m'a sauvé. Ce soir-là, après que tout le monde fut reparti, Madison et Walter restèrent assis sur le porche à regarder le ciel rosir. Sandra et Lila étaient déjà rentrées, laissant la maison baignée dans un calme presque solennel. Jackson dormait à leurs pieds, paisible. « Vous croyez qu'il sait ?» demanda Madison à voix basse. Walter baissa les yeux vers son chien et répondit sans hésiter. « Bien sûr qu'il sait. Ces bêtes-là, elles comprennent tout ce qu'on ne dit pas. » Le lendemain, la presse locale vint filmer un reportage sur ce qu'ils avaient baptisé désormais la mission Jackson. On y voyait des vétérans marcher en silence aux côtés de Jackson dans le sable du désert. D'autres caressaient sa tête en souriant timidement pour la première fois depuis des années. L'interview de Walter fit la une des journaux régionaux. On le montra parlant d'une voix grave mais sereine. « J'ai cru que j'allais le protéger en le laissant partir. Mais j'avais oublié une chose. Un marine ne part jamais seul. Et un chien non plus ?» Les réseaux sociaux s'enflammèrent à nouveau. Des dons continuèrent d'affluer. Des bénévoles proposèrent de venir aider à agrandir le centre. Même l'armée contacta Madison pour proposer d'envoyer des chiens retraités qui pourraient rejoindre le programme. Walter ne parlait plus de sa maladie. Ses derniers examens avaient montré que la chimiothérapie expérimentale ralentissait la progression. Et même si personne n'osait parler de miracle, tout le monde voyait bien qu'il retrouvait des couleurs. Il plaisantait maintenant, il mangeait mieux, il avait repris du poids. Un matin, Lila s'assit à côté de lui sur le porche et posa la tête contre son épaule. « Tu sais, papy, dit-elle d'une voix douce, je crois que Jackson ne t'a jamais laissé tomber. Il attendait juste que tu comprennes. » Walter la regarda en silence, puis lui ébouriffa tendrement les cheveux. « Et toi, ma petite, tu comprends déjà bien plus de choses que la plupart des adultes que je connais. » Et, comme s'il voulait la rassurer, Jackson se leva, s'ébroua et vint poser son museau sur les genoux de Walter. Celui-ci lui gratta l'oreille et murmura « Encore une mission à remplir, hein, mon vieux ?» L'été s'installa sur le Nevada et avec lui, la petite cour de la mission Jackson devint un refuge pour des dizaines de vétérans. Certains revenaient chaque semaine, d'autres passaient simplement une journée avant de reprendre la route, mais tous repartaient changés. Ce qu'ils trouvaient ici n'était pas facile à expliquer. Ce n'était ni une thérapie traditionnelle, ni un centre médical, mais un endroit où l'on se sentait enfin compris. Où un regard brun, franc et loyal vous faisait sentir que vous n'étiez plus seul. Jackson, lui, rayonnait. Ses poils avaient retrouvé leur éclat, son pas était redevenu ferme, son regard intense comme au premier jour. Il semblait porter chaque vétéran, chaque larme et chaque sourire, comme si c'était son devoir sacré. On l'avait vu accompagner un jeune marine de retour d'Irak jusqu'au bord d'une crise d'angoisse, sans jamais le quitter d'une semelle. Il avait aussi veillé sans bouger pendant plus d'1 heure à côté d'un vieil homme qui refusait de parler de ce qu'il avait vécu au Vietnam, jusqu'à ce qu'enfin les mots sortent. Madison regardait tout cela avec un mélange de fierté et de gratitude. Elle avait transformé son arrière-cour en un sanctuaire et cela lui donnait le sentiment d'avoir enfin trouvé sa place. Un samedi matin, alors que la chaleur commençait déjà à onduler dans l'air, Walter demanda à Madison de l'aider à se lever de sa chaise. Il voulait marcher avec Jackson. La nouvelle se propagea parmi les vétérans présents et tous s'écartèrent pour les laisser passer. Walter prit la laisse en main et pour la première fois depuis son hospitalisation, il fit quelques pas dans le sable aux côtés de son compagnon. À chaque pas, Jackson jetait un œil vers lui,
comme pour vérifier qu'il suivait toujours. Le vieil homme finit par murmurer, assez fort pour que ceux qui écoutaient l'entendent « Je t'ai laissé tomber une fois, mon vieux, mais plus jamais ». La phrase fit naître une émotion palpable dans l'air. Certains détournèrent le regard pour cacher leurs larmes. D'autres applaudirent discrètement. Walter termina sa marche en s'asseyant sur un banc, essoufflé, mais souriant. Lila vint s'installer à côté de lui. Et ensemble, ils regardèrent Jackson s'ébattre avec un groupe de vétérans, joueurs et vigoureux comme un chiot. Plus tard dans la journée, alors que la lumière dorée tombait sur la cour, Madison rassembla tout le monde pour la cérémonie qu'elle avait organisée en secret. Elle avait commandé une plaque gravée qu'elle tenait maintenant entre ses mains. Elle se tourna vers Walter. « Nous avons tous ici quelque chose à te dire ?» commença-t-elle, sa voix un peu tremblante. « Tu croyais que tu avais abandonné Jackson, mais la vérité, c'est que tu nous as tous donné à lui. Et à travers lui, tu nous as redonné à nous-mêmes. » Elle dévoila la plaque où on pouvait lire en lettres d'airain. Mission Jackson, en hommage à Jackson Jennings et Walter Jennings, pour avoir rappelé à chacun d'entre nous qu'un héros ne laisse jamais personne derrière. Le silence tomba dans la cour, puis Walter se leva lentement et s'avança pour poser la main sur la plaque. Il hocha la tête et murmura, d'une voix cassée mais emplie d'émotion, « Merci ». Jackson vint se placer à ses côtés, la queue battant doucement, comme si lui aussi comprenait le poids des mots et la solennité du moment. Cette nuit-là, la maison de Madison resta animée bien après le coucher du soleil. Des rires éclataient dans la cuisine, des histoires de guerre et de rédemption circulaient dans la cour, et Walter resta assis sur son banc, Jackson couché à ses pieds, le regard perdu dans les étoiles. Et, quand Madison vint lui demander comment il se sentait, il répondit simplement, comme un homme qui a enfin trouvé la paix. Les mois passèrent et la mission Jackson devint plus qu'un simple refuge. C'était devenu une véritable famille. Une famille où chacun, humain ou chien, avait sa place, son rôle à jouer. On avait installé de nouvelles structures dans la cour, un petit bureau pour Madison, une salle de repos climatisée pour les vétérans et même un terrain d'entraînement agrandi pour les chiens qui rejoignaient le programme. Jackson restait le cœur battant de tout cela. Chaque matin, il faisait le tour du terrain, saluant d'une tape de museau chaque nouveau venu, comme un sergent inspectant ses troupes. Il avait pris l'habitude, dès la fin de la journée, de venir se coucher aux pieds de Walter, comme pour lui dire que la mission avait été accomplie pour aujourd'hui. Walter, lui, continuait de se battre contre la maladie. Ses médecins n'osaient pas parler de guérison, mais tous s'accordaient à dire qu'il vivait bien au-delà des pronostics initiaux. Peut-être était-ce la chimie expérimentale, peut-être la paix retrouvée, ou peut-être la présence de Jackson qui semblait le maintenir debout contre vents et marées. Un soir d'automne, alors que la brise du désert rafraîchissait la cour et que le ciel s'embrasait de teintes orangées, Walter demanda à tout le monde de s'asseoir en cercle. Madison, Sandra, Lila, les vétérans présents et même le docteur Heinz se regroupèrent en silence. Jackson se plaça comme toujours juste à côté de lui, calme et attentif. Walter prit une grande inspiration et parla d'une voix posée, presque solennelle. « Je voulais vous dire quelque chose à vous tous. Quand j'ai attaché Jackson à cet arbre dans le désert, je croyais que c'était la fin. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait pour lui et pour moi. Mais je me trompais. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Ce que j'ai compris ici, c'est que la vie, c'est pas se protéger de la douleur, c'est traverser cette douleur ensemble. Et vous m'avez appris ça, chacun de vous. » Ses yeux se posèrent sur Lila, qui le regardait avec un sourire doux et fier. « C'est toi qui me l'as rappelé la première, petite. L'amour, c'est rester, même quand ça fait mal. » Puis il se tourna vers Madison. « Et toi, tu as tenu une promesse que je croyais perdue depuis longtemps. Tu as ramené Jackson à la maison, et tu lui as donné une nouvelle mission. » Un silence respectueux tomba dans le cercle. Même les vétérans les plus durs d'entre eux semblaient émus. Walter passa sa main dans la fourrure douce de Jackson et ajouta, plus bas, « Un marine ne laisse jamais personne derrière. Et toi, tu m'as jamais laissé derrière non plus. » À ce moment-là, Jackson leva les yeux vers lui, ses oreilles légèrement inclinées, et sa queue remua comme s'il comprenait chaque mot. La nuit tomba doucement sur la cour, et l'on alluma quelques lanternes pour prolonger la veillée. On entendit des rires timides, des voix qui se racontaient des souvenirs, des silences pleins de respect. Et au milieu de tout cela, Jackson passait d'une personne à l'autre, posant sa tête sur une jambe, pressant son épaule contre un torse, apaisant et rassurant. Quand la soirée toucha à sa fin, Madison resta la dernière sur le porche, regardant Walter qui s'endormait doucement sur son banc.
Jackson blottit à ses pieds. Elle sourit, le cœur gonflé d'une reconnaissance silencieuse. Lila vint la rejoindre, son regard pétillant sous la lueur des lanternes. « Tu crois que Jackson est heureux ?» demanda-t-elle à voix basse. Madison la serra contre elle et répondit simplement « Je crois qu'il a trouvé ce qu'il cherchait, comme nous tous. » Et alors que la nuit enveloppait la mission Jackson, une douce certitude s'imposa à chacun d'eux. Les cicatrices, aussi profondes soient-elles, pouvaient devenir la source de quelque chose de beau. Parfois, il suffisait d'un chien, d'une main tendue, et de la promesse de ne jamais laisser tomber ce qu'on aime. Le vent du désert murmura entre les arbres. Walter bougea dans son sommeil, ses doigts serrés dans la fourrure chaude de Jackson, et dans un souffle presque imperceptible, il murmura « Semper Fi, mon vieux, Semper Fi ».